Commençons par les chasseurs de jour. Le Supermarine Spitfire, l'icône de la RAF. Cet intercepteur entièrement métallique pouvait atteindre 360 miles par heure et surpasser en manœuvrabilité tout ce que la Luftwaffe lui opposait, surtout à basse altitude. Oui, sa production prenait plus de temps que celle des autres chasseurs, mais quand on avait besoin du meilleur chasseur aérien, on appelait un Spitfire. Il est devenu le symbole durable de la résistance britannique. Ensuite, il y a le Hawker Hurricane, le véritable cheval de bataille de la bataille d'Angleterre. Pendant que le Spitfire faisait les gros titres, les Hurricanes équipaient 33 escadrilles et ont détruit plus d'avions ennemis que tout autre type pendant la bataille. Sa construction hybride en bois, métal et tissu signifiait que les dégâts de combat pouvaient être rapidement réparés, les équipes remettant les avions en service en seulement 9 minutes. 8 mitrailleuses Browning en faisaient une plateforme de tir dévastatrice contre les bombardiers allemands. Le Gloster Gladiator représentait la fin d'une époque. Le dernier chasseur biplan britannique était déjà obsolète au début de la guerre, mais il a gagné un temps précieux. Recouvert de tissu et capable de seulement 250 miles par heure, il ne pouvait égaler la vitesse des monoplans modernes. Néanmoins, les Gladiators ont tenu la ligne à Malte et ont servi avec la Fleet Air Arm, jusqu'à l'arrivée de suffisamment de chasseurs modernes. Et puis nous avons le Boulton Paul Defiant, un chasseur qui semblait brillant sur le papier, mais a échoué de manière catastrophique en pratique. Le concept était simple, installer une tourelle à 4 canons sur un chasseur et le laisser voler aux côtés des bombardiers ennemis, les criblant de tirs de flanc. Le problème ? Aucun canon tirant vers l'avant et une tourelle lourde le rendaient lent et vulnérable. Les chasseurs allemands les ont mis en pièces. À la fin de 1940, les Défiants ont été retirés des opérations diurnes. Ensuite viennent les chasseurs de nuit, conçus principalement pour l'interception guidée par radar. Le Bristol Beaufighter a gagné son surnom, la mort qui chuchote, grâce à sa létalité absolue. Équipé d'un radar AI Mark IV, il pouvait traquer les bombardiers dans l'obscurité totale. En novembre 1940, un Beaufighter a réalisé la première destruction guidée par radar au monde. Ce qui a commencé comme une adaptation d'un bombardier torpilleur est devenu le fléau des raids nocturnes de la Luftwaffe, mettant fin au Blitz grâce à la guerre électronique. Passons maintenant aux bombardiers lourds, conçus pour exceller dans les bombardements stratégiques de nuit. L'Avro Lancaster. Si vous connaissez un bombardier britannique, c'est celui-là. Né de l'échec du Manchester bimoteur, le concepteur Roy Chadwick a allongé les ailes et ajouté 4 moteurs Rolls-Royce Merlin. Le résultat fut un chef-d'œuvre. Sa soute à bombe dégagée pouvait contenir n'importe quoi, des bombes standards à la massive bombe sismique Grand Slam de 22 000 livres. Les équipages de Lancaster ont effectué 156 000 sorties, y compris le légendaire raid des Dambusters, avec des bombes rebondissantes. C'était la puissance aérienne stratégique incarnée. Le Handley Page Halifax vivait souvent dans l'ombre du Lancaster, mais il n'était pas moins important. Ce bombardier lourd quadrimoteur s'est révélé incroyablement polyvalent, gérant les raids de bombardement, les missions de reconnaissance et même le remorquage de planeurs. Là où le Lancaster se spécialisait, le Halifax s'adaptait. Il a servi sur plusieurs théâtres d'opération et est devenu l'épine dorsale des opérations où la flexibilité comptait plus que la charge utile brute. Un autre groupe clé était celui des bombardiers moyens, spécialisés dans les opérations de frappe tactique. Le Vickers Wellington était le seul bombardier britannique produit pendant toute la guerre. Pourquoi ? Barnes Wallis l'a conçu avec une structure géodésique révolutionnaire en treillis. Les Wellington revenaient de missions avec des trous par lesquels on pouvait passer, la structure métallique tenant, alors que les conceptions conventionnelles se seraient désintégrées. 11 461 unités ont été construites et ils formaient 60% de la force lors du premier raid de 1000 bombardiers sur Cologne. Si vous êtes passionné par l'histoire militaire et l'ingénierie, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer les futures analyses comme celle-ci. L'Armstrong Whitworth Whitley a été le pionnier de la campagne de bombardement de nuit précoce. Il avait une attitude de vol distinctive née vers le bas qui le rendait impossible à confondre dans les airs. En 1942, il était obsolète, mais avant cela,
Il portait la guerre au cœur de l'Allemagne quand peu d'autres avions le pouvaient, larguant même des tracts de propagande sur Berlin. Le Handley Page Hampden a gagné son surnom, la valise volante, en raison de son fuselage étroit, des conditions d'équipage exiguës et un armement défensif faible limitaient son efficacité. Mais lors des premières campagnes de bombardement, il a fait son travail. Il représentait la pensée d'avant-guerre qui serait bientôt balayée par de dures leçons. Le Bristol Blenheim a commencé sa vie comme un avion de ligne civile et est devenu un bombardier léger rapide qui pouvait initialement distancer les chasseurs ennemis. Cet avantage n'a pas duré. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que les performances des chasseurs s'amélioraient, les Blenheim sont devenus dangereusement vulnérables. Ils ont quand même effectué des missions vitales de reconnaissance et de bombardement en début de guerre, mais ont montré à quelle vitesse les avions pouvaient passer de l'avant-garde à l'obsolescence. Tournons-nous maintenant vers les avions de frappe maritime, connus pour leur capacité à chasser les sous-marins et les navires de surface. Le Bristol Beaufort portait des torpilles au combat contre la navigation ennemie en Méditerranée et dans l'Atlantique. Les équipages du Coastal Command sur Beaufort ont payé un lourd tribut, subissant des pertes dévastatrices, mais ils ont poursuivi les attaques jusqu'à ce que les Beaufighters puissent reprendre le rôle. L'hydravion Short Sunderland patrouillait l'Atlantique avec un armement défensif si lourd que les pilotes allemands l'appelaient le porc épic volant. Grand et lent, il aurait dû être une proie facile, mais plusieurs positions de tir rendaient l'attaque contre lui une proposition dangereuse. Ces avions chassaient les sous-marins pendant des heures, offrant l'endurance exigée par la patrouille maritime. La Grande-Bretagne a également piloté le Consolidated Catalina de conception américaine. Cet avion de patrouille amphibie pouvait amérir, ce qui le rendait parfait pour la recherche et le sauvetage. Les Catalina ont aidé à combler le fossé atlantique, chassant les U-boots dans des zones auparavant hors de portée. La coopération alliée à son meilleur. Ensuite, il y a le Fairey Swordfish, un avion si obsolète qu'il est devenu légendaire. Ce biplan recouvert de tissu appartenait à une époque antérieure, mais il a paralysé le Bismarck avec une attaque à la torpille et a servi pendant toute la guerre. Il volait assez lentement pour opérer depuis de petits ponts de porte-avions, et sa robuste simplicité l'a maintenu au combat quand des avions plus modernes échouaient. Le Stringbag a prouvé que vieux ne signifie pas inutile. Le Fairey Barracuda a remplacé le Swordfish en tant que bombardier torpilleur de la Fleet Air Arm. Son aile montée haut lui permettait de bombarder en piqué et de livrer des torpilles depuis les ponts de porte-avions. Sous-motorisé et difficile à piloter, il a quand même réussi des frappes efficaces contre des cibles comme le Tirpitz, montrant comment l'aviation embarquée évoluait. Le Blackburn Skua a tenté d'être à la fois chasseur et bombardier en piqué. Ce compromis signifiait qu'il n'excellait dans aucun des deux rôles, mais il a gagné sa place dans l'histoire, en réalisant la première victoire RR britannique de la guerre. Il a démontré les limites de la conception d'avions à double rôle. Enfin, les avions d'attaque au sol et spécialisés, créés spécifiquement pour l'appui aérien rapproché et les missions uniques. Le Hawker Typhoon a lutté au début avec la fiabilité du moteur, mais une fois ses problèmes résolus, il est devenu la terreur des blindés allemands. Armés de 8 roquettes ou de 2 bombes de 1000 livres, les Typhoons ont dévasté les chars ennemis pendant la campagne de Normandie. À la poche de falaise, ils ont transformé la retraite en massacre. C'était la suprématie aérienne tactique devenue réalité. Le de Havilland Mosquito a prouvé que les sceptiques avaient tort. Construit presque entièrement en bois alors que le métal était rare, il pouvait atteindre 400 miles par heure sans aucun canon défensif. La vitesse était sa défense. Le prodige de bois effectuait des raids de bombardement de précision, des missions de chasse de nuit et des opérations d'éclaireurs. Il pouvait faire presque n'importe quoi et le faire plus vite que l'ennemi ne pouvait réagir. Le Gloucester Meteor était la réponse britannique à l'ère des jets. Propulsé par les turboréacteurs révolutionnaires de Whittle, il pouvait dépasser 500 miles par heure et est entré en service en juillet 1944 en tant que seul jet allié à voir le combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Son principal succès en temps de guerre a été la chasse aux bombes volantes 5, un au-dessus de l'Angleterre, utilisant sa vitesse brute pour intercepter les armes de terreur d'Hitler avant qu'elles n'atteignent leur cible. Les opérations aéroportées exigèrent le silence, et le planeur Airspeed Orsa fournissait exactement cela.
Ce transport en bois à aile haute transportait 28 soldats ou des véhicules légers au combat sans bruit de moteur pour trahir l'approche. Sans défense, une fois détaché de son avion remorqueur, les Horsa ont livré des forces critiques le jour J et pendant l'opération Market Garden. Le General Aircraft Amilcar a poussé le concept de planeur à l'extrême. C'était le plus grand planeur de la Seconde Guerre mondiale au monde, assez grand pour transporter un char léger tétrarque ou 2 chenillettes universelles. Le remorquer était difficile, l'atterrir était plus dur, mais il a donné aux forces aéroportées le soutien blindé lourd dont elles avaient désespérément besoin. Le Westland Lysander avait une mission très spécifique: entrer et sortir de minuscules champs derrière les lignes ennemies. Ses performances exceptionnelles de décollage et d'atterrissage court en faisaient le taxi parfait pour les agents secrets déposés en France occupée. Lent et vulnérable, il volait quand même, menant des opérations clandestines tout au long de la guerre. Et enfin, le Supermarine Walrus. Surnommé le Shagbat pour son apparence disgracieuse, cet amphibien pouvait amérir pour secourir les équipages abattus. Avec sa configuration distinctive d'hélice propulsive, il avait l'air étrange mais a sauvé d'innombrables vies dans des eaux hostiles.